Merci beaucoup, Michel qui est déjà parti. Merci à tous et à toutes d'être présents pour ce séminaire. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous parler de notre expérience. Donc, je suis Florence Laval, je suis professeure à l'IAE de Poitiers et donc je partage ici cette expérience avec Christophe Fournier de l'IAE de Montpellier. Voilà. Alors, donc, nous savons que vous avez probablement tous déjà expérimenté ces outils et puis peut-être que même vous avez des choses à partager avec nous. Hein, donc, on aura un temps de discussion. Mais il n'en reste pas moins que notre point de vue, c'est que la revue de la littérature, c'est un passage extrêmement important du travail doctoral, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une thèse de DBA ou d'une thèse de PhD. Donc, la revue de la littérature, c'est une façon de développer sa culture managériale, mais aussi son esprit critique et donc de pouvoir aussi ancrer sa recherche avec assurance dans une communauté scientifique ou dans un domaine de recherche particulier. Donc c'est pour ça que nous allons équilibrer finalement notre réflexion entre finalement réflexion autour de la revue de la littérature en tant qu'exercice de recherche qui va conduire à la rédaction de la thèse et puis introduction et utilisation judicieuse de ces outils qui introduisent eux-mêmes l'intelligence artificielle. Voilà, alors je vais donc vous présenter le plan de notre présentation. Voilà. Alors, tout d'abord, Christophe rappellera le contexte du DBA. Il y a une différence entre réaliser une thèse dans une université PhD et puis le DBA. Donc, je pense que c'est intéressant quand même de rappeler les spécificités du DBA de ce point de vue. Alors ensuite, je reprendrai la parole pour finalement vous expliquer pourquoi nous en sommes venus à réfléchir à l'introduction des outils qui intègrent l'IA dans la revue de la littérature. Donc, quel est le contexte qui nous a poussé à faire cette démarche. Voilà. Peut-être on rappellera un peu l'origine de la démarche. Comme vous le savez, Christophe dirige l'ONEJ, peut-être tu en parleras mieux que moi. Et donc, Christophe est à l'initiative de cet investissement dans le sujet, puisqu'il nous a challengés. Je ne suis pas la seule, il y a toute une équipe de chercheurs qui ont été challengés par Christophe pour essayer de créer un bref séminaire sur notre utilisation de l'IA dans la recherche. Et donc c'est ce que nous avons fait, nous avons travaillé, investi pour essayer de faire quelque chose qui soit transmissible. En fait, l'idée c'était de pouvoir partager ça avec des collègues et puis aussi évidemment l'enseigner à nos doctorants puisque nous sommes tous ici dans une position de directeur de recherche. Voilà. Alors, donc, remarque préliminaire, le pourquoi ce séminaire, pourquoi cette réflexion. Ensuite, nous passerons à la partie comment, autrement dit à la méthodologie pour une revue de la littérature assistée par l'IA. Donc, je vais préalablement vous présenter les étapes clés d'une revue de la littérature. Et là, étape par étape, eh bien, nous passerons en revue les outils que nous avons sélectionnés parmi de nombreux outils. Et puis, il faut se dire que ça évolue presque chaque semaine. On a de nouveaux outils. Donc, on essaie de se tenir au courant. Mais on va donc vous montrer étape par étape quels sont les outils que nous utilisons et pourquoi. Et donc, ça nous donnera ensuite la possibilité de discuter de leur utilité. Alors, donc, cinquième point, la discussion, contribution et limites. Évidemment, ça n'est pas sans problème. Utiliser l'IA aujourd'hui dans la recherche ne se fait pas. D'accord. Bon, alors, dans contribution et limites, vous vous en doutez, nous allons essayer d'évoquer avec vous les problèmes éthiques, les problèmes environnementaux et les problèmes aussi que nous rencontrons dans notre pratique professionnelle. Et donc, nous terminerons par une discussion. Donc là, vous serez invités à partager votre propre expérience et puis vos remarques seront évidemment les bienvenues parce que ça nous permettra nous-mêmes d'avancer dans la réflexion. Alors, je passe maintenant la parole à Christophe qui va rappeler le contexte du DBA. Alors,
Bonjour à tous, je vais peut-être aller un petit peu vite là-dessus parce que Michel le fait probablement bien mieux que moi et que nous. Et on va rentrer après plus sur les outils et les différentes étapes de la revue de littérature. Donc le contexte du DBA, c'est on a des doctorants et managers ou des managers et doctorants. Donc l'idée, c'est de voir comment je peux allier l'expérience professionnelle à une expertise académique en vue d'amener des recommandations managériales avec un mot qui est super important pour le BSI, un certain impact. Okay. Et pour avoir un impact et pour être sûr et notamment valoriser cet impact et pour arriver à avoir de l'impact, à la fois au début du processus mais à la fin du processus, ce qui est important tout au long du processus de recherche et de la rédaction de la thèse, c'est cette fameuse revue de littérature. Donc, bon, ça c'est plus pour les doctorants. On passe maintenant au deuxième point qui est sur les remarques préliminaires. Pourquoi ? Voilà, donc je vais reprendre la parole et donc je vais donc vous parler du contexte. Le contexte me semble tout à fait déterminant pour saisir un petit peu notre état d'esprit. Ah oui, alors donc c'est-à-dire que tout d'abord nous sommes tous confrontés à la problématique du manque de temps. C'est-à-dire qu'il y a maintenant de plus en plus d'exigences académiques qui pèsent sur nos travaux de recherche et donc ça va dans le sens évidemment de l'amélioration de la qualité de nos travaux de recherche et donc ça demande énormément de temps et d'investissement pour réussir notamment à publier un papier dans une revue classée. Donc il faut partir vraiment de cette idée qu'un process de recherche, ça demande du temps. Alors pour un DBA, c'est 3 ans, minimum 4 ans, si je me plutôt ici. Et donc on va prendre conscience de la nécessité de prendre le temps nécessaire à la production scientifique de qualité, à une production scientifique de qualité. Ça, c'est très important et ça, c'est le contexte dans lequel nous travaillons. Le deuxième contexte, le deuxième élément, c'est la surabondance de données et notamment de données scientifiques, c'est-à-dire d'articles publiés dans la littérature, donc à l'international. Nous avons à traiter de plus en plus d'articles qui nous sont finalement mis à disposition par les bases de données que nous consultons. Et donc la difficulté, c'est d'avoir une méthode pour pouvoir les trier, pour pouvoir les choisir et pour pouvoir les synthétiser, sans prendre le risque de passer à côté d'un excellent article scientifique. Donc il y a donc cette contrainte vraiment de faire évoluer nos méthodes de travail face au big data. Et ensuite, troisième élément qui concerne davantage les chercheurs expérimentés, évidemment, que peut-être les doctorants, c'est le travail collaboratif. Donc nous sommes embarqués souvent dans des dynamiques collaboratives, nous collaborons entre nous au niveau national, dans les institutions, mais aussi au niveau international. Et donc finalement ce contexte de collaboration, mais également de big data et de course après le temps, eh bien, fait que nous sommes confrontés à un véritable défi, c'est le défi de produire une recherche qui inspire confiance. Là, c'est vraiment la confiance qui est le maître mot de notre situation actuelle. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être une recherche qui inspire confiance aux collègues avec lesquels nous travaillons, mais aussi aux revues dans lesquelles nous souhaitons publier? Eh bien, ce serait une recherche qui serait systématique, transparente et reproductible. Alors, peut-être on précise, enfin, vous savez, pour la plupart, vous êtes des chercheurs expérimentés, mais pour les doctorants, on peut peut-être préciser. Donc, la transparence, de quoi s'agit-il, la transparence? Eh bien, il s'agit d'écrire, de rédiger la méthodologie de votre recherche doit être extrêmement explicitée. Vous voyez, chaque étape doit être décrite de façon extrêmement claire pour se faire comprendre par les gens qui vont nous lire, enfin d'abord par ceux qui vont nous évaluer et puis ensuite par ceux qui vont nous lire. Donc ça c'est la première chose. Ah non, j'ai oublié systématique, pardon. Donc systématique, eh bien il faut démontrer que l'on a fait réellement l'effort d'aller consulter l'ensemble des travaux qui vont concerner notre domaine de recherche. Donc il faut démontrer que l'on n'est pas passé à côté d'un pan de la littérature. Donc ça c'est le caractère systématique qui va passer évidemment par des méthodes qui vont garantir la systématicité.
Donc la transparence, j'en ai parlé tout à l'heure, et la reproductibilité. Donc ça, c'est un concept que l'on trouve dans la littérature. J'ai des spécialistes justement des revues de la littérature, par exemple Templier et Paré, qui sont des auteurs qui sont assez reconnus dans le domaine. Donc ils insistent sur le côté reproductible, c'est-à-dire que si vous présentez votre méthode de recherche clairement, eh bien un autre chercheur doit pouvoir s'y retrouver pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire reprendre les mêmes étapes dans la méthode et l'appliquer à son tour. Mais ça va plus loin, la reproductibilité, ça va jusqu'à ce que vous puissiez donner vos données, partager vos données, ce serait plutôt correct, partager vos données avec d'autres chercheurs et que le chercheur reproduise l'expérience ou reproduise les analyses que vous avez par ailleurs clairement présentées et il doit retrouver les mêmes résultats. C'est un peu comme quand vous traitez des entretiens quali, c'est plus l'époque où on dit on voit bien que telle idée est présente, etc. C'est-à-dire que si vous donnez des entretiens quali à 2 chercheurs différents, vous devez expliciter la méthode et ils doivent arriver au même résultat. Là, c'est exactement la même chose, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va chercher ici à faire, c'est vraiment à se fixer un objectif dans ce contexte. Et donc, pour en revenir à la revue de la littérature, peut-être que la première chose à faire avant de se demander quel outil d'IA utiliser et ce que peut faire l'intelligence artificielle à notre place, je pense que déjà, il faut partir d'un objectif scientifique, se demander quel type de revue de la littérature, finalement, on vise et on souhaite faire. Donc ça, c'est important. Et donc, ce que nous allons vous présenter, c'est donc la décision étape par étape de la revue de la littérature qui consiste à donc choisir un outil. Donc on va décider entre 2, 3, 4 outils, celui qui va nous convenir le mieux. Et c'est de cette façon, si vous voulez, en respectant vraiment l'objectif qui est celui de la revue de la littérature, que l'on peut publier des recherches en toute confiance, en tout cas qui inspirent confiance. Voilà. Dans tous les outils qu'on va vous proposer, il y aura une solution gratuite ou du moins freemium. D'accord. On n'aura aucun outil où il faut payer dès la première utilisation. C'est un choix qu'on a fait par rapport à un produit tout intégré qui existe par ailleurs. On commence avec du gratuit. Alors des fois, vous avez 10 runs par jour, par mois, etc. Et après, vous payez. Mais des fois, c'est gratuit totalement. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait également. Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur la reproductibilité. La reproductibilité, évidemment, elle n'est pas très facile quand vous êtes sur une démarche très, on va dire, interprétative, ou sur une démarche où vous vraiment donnez beaucoup de liberté sur l'analyse que vous allez faire des textes. Et ça, c'est notamment ce qu'on retrouve dans la revue de la littérature dite narrative. Voyez. Alors c'est vrai que ce sont souvent quand même des gens d'expérience qui font des revues narratives de la littérature et qui donnent un point de vue sur la littérature en sélectionnant certains articles et en se laissant vraiment beaucoup de liberté dans finalement la justification du choix des articles sélectionnés et puis l'interprétation qu'ils font des articles. Alors là on ne peut pas parler de reproductibilité, on va surtout parler de reproductibilité quand on est sur des recherches systématiques et ou alors sur des recherches dites scoping review. Et donc à ce moment-là, on a donc la méthode qui a été employée, qui va être la méthode sera tellement précise qu'on pourra effectivement prétendre à la reproduire. Alors, ceci étant dit, comment fait-on pour choisir entre les différents types de revues de la littérature? Eh bien, il faut se poser des questions. La première question à se poser, c'est avons-nous une problématique précise ou juste un vague sujet? C'est quand même la base. Donc ça, c'est la première question que vous allez vous poser. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quel type de littérature vous intéresse? Seulement de la littérature scientifique, seulement de la littérature scientifique publiée dans des revues classées, ou un peu tout type de littérature, y compris des sources que nous pourrions trouver sur Internet. Vous savez, il existe un type de revue de la littérature qui s'appelle la revue intégrative de la littérature. Et dans une revue intégrative de la littérature, vous pouvez avoir aussi bien des rapports qui sont produits par des experts
que de la littérature plus, on va dire, managériale, hein, et qui va être associée à de la littérature académique. Donc il faut vraiment se poser cette question. Est-ce que je souhaite traiter uniquement, par exemple, de la recherche basée sur des méthodes quantitatives, ou est-ce que je suis intéressée plutôt par des méthodes qualitatives, ou les deux, etc. Donc c'est le type de question qu'il faut se poser. Et puis, évidemment, il faut se demander quelles sont nos ressources. Est-ce qu'on a beaucoup de temps, peu de temps, hein, ça va compter. Et puis, est-ce qu'on a accès à des logiciels, par exemple, pour faire de l'analyse de contenu ou pas? Donc, quelles sont nos ressources? Et en fonction de ça, on peut évidemment brasser, j'ai envie de dire, plus ou moins grand nombre de références. Alors, donc, je reprends sur ici les types de revues de la littérature. Donc, vous avez ici 3 types de revues de la littérature. Okay, il en existe des douzaines, hein, selon les références, et certains disent 9, d'autres 15. Enfin bon, il en existe énormément de types de revues de la littérature. Ici, nous en avons sélectionné 3 parce qu'ils sont un peu extrêmes. Hein. Donc on a finalement le plus qualitatif, la revue narrative, et puis on va dire le plus peut-être quantitatif et le plus systématique, en tout cas la revue systématique, comme son nom l'indique. Puis au milieu, là, ce qu'on appelle la scoping review, c'est traduit, c'est pas peut-être très bien traduit, mais c'est peut-être ce scoping review, ça vous parle davantage. Donc peut-être que je vous laisse 2 minutes quand même, ou 1 minute pour lire un peu le tableau, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et puis je vais vous le synthétiser. Non ? Bon, Christophe me dit non. Donc on va juste faire le point sur les éléments importants. Dans une revue systématique, vous avez donc ici une problématique très précise, extrêmement définie, hein, avec donc aussi une idée de frontière, hein, vis-à-vis des autres concepts, mais aussi par rapport au terrain que vous allez étudier. Donc la problématique est très claire, très spécifique. Et puis donc vous avez ensuite une méthode qui doit être vraiment précise, étape par étape. Et puis donc ensuite on va rédiger la démarche, hein, on va mettre ça obligatoirement dans la thèse ou dans l'article de recherche. Donc le principe, c'est l'exhaustivité. Il faut démontrer que ce que nous avons fait, c'est exhaustif et transparent le plus possible. Alors, ensuite, si on prend à l'autre extrême la revue narrative, donc là, la question peut être vaste ou inexistante. C'est-à-dire qu'on a un sujet de recherche. Voilà. On a un objet de recherche, mais pas forcément une problématique. Et donc, à ce moment-là, le travail est extrêmement flexible. On n'a pas besoin d'avoir une méthode standard, on choisit sa propre méthode et ça peut donc être extrêmement informel. La plupart du temps, la méthode est qualitative, hein, alors que dans les revues systématiques, Christophe en parlera tout à l'heure, on peut aller vers des méthodes beaucoup plus quantitatives. Alors au milieu, vous avez la scoping review, qui est une sorte de cartographie de la littérature. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet de repérer les auteurs importants et aussi un peu les chapelles, c'est-à-dire les petites communautés scientifiques qui vont se former autour d'un auteur, autour d'un concept, autour d'un objet et qui constituent le paysage global, hein, de votre sujet. Alors, la problématique, elle est, on va dire, exploratoire, elle peut être un peu générale, et elle sera précisée justement après la revue exploratoire, puisque c'est là que l'on va pouvoir dire, ben voilà, je m'intéresse, par exemple, davantage à la problématique des carrières qu'à celle de l'employabilité. Vous voyez, mais sur, finalement, la carte que nous avons réalisée, enfin, que nous pouvons réaliser en faisant cette revue de la littérature, on va pouvoir se positionner. Donc, c'est large. La méthode, la stratégie de recherche peut être adaptable, mais on a quand même ici un objectif de traitement thématique, si vous voulez, du contenu que nous avons pu collecter. Alors, pour les travaux donc, plus systématiques, je vais passer la parole à Christophe. Alors, voilà. Ça revient à poser la question, en fait, pourquoi je fais une revue de littérature ? Et comment je choisis quel type de revue de littérature. Alors j'ai essayé de synthétiser, là, de faire un schéma classique qu'on voit de plus en plus, d'accord, qui va de la revue de littérature, un lien avec la méta-analyse, et ensuite un impact sur un programme de recherche où le mot c'est Research Agenda, c'est comme ça qu'on le voit dans la littérature. Okay. Donc j'ai mes 3 types de revues de littérature. Ça peut être
en soi une idée d'une publication. D'accord ? Donc ça peut être le premier élément. La revue de littérature peut être soit une finalité, soit quelque chose d'intermédiaire. On peut éventuellement présenter une revue de littérature, les résultats d'une revue de littérature. On voyait ces 10 dernières années, revue systématique de littérature, un de mes thésards l'avait fait sur la pleine conscience, par exemple, où je vais avoir un élément important, ça va être la publication. Mais je peux aussi avoir une étape de recherche, comme vous faites DBA, c'est le préalable, c'est j'ai une question de recherche, je veux montrer quelque chose, je ne vais pas réinventer la roue, donc je vais faire une revue de littérature narrative. Alors de façon provocatrice, je dis je veux aller à un congrès un peu exotique, il faut que je fasse semblant que je vais commencer à voir un peu, d'écrire, je vais prendre 10-15 articles, puis dire un certain nombre de choses. Ouais, c'est bon, ça va passer, ok. Je peux faire une revue plus scoping review, ensuite, là il va falloir que je balise plus mon champ, ou je peux faire une revue systématique. Donc la revue systématique, pourquoi faire ? Pour faire une publication. Okay. Et si elle est systématique, je dis je fais l'état de l'art à un instant T de tout ce qui a été écrit sur le sujet, il ne faut pas que je passe à côté d'un article. Parce que je peux me le prendre dans la tête dans un reviewing, et puis je peux aussi passer à côté de quelque chose qui est vachement important. Donc il va falloir que je me fasse une revue systématique de littérature, on y vient dans quelques instants, comment les outils peuvent nous aider. La revue systématique de littérature peut déboucher sur une méta-analyse. La méta-analyse, c'est quantitativement faire une synthèse de ce que l'on sait. Moyenne des coefficients de corrélation. Est-ce que l'ancienneté impacte la performance ? Je vais avoir 20 études sur ce domaine-là, donc je vais avoir 20 coefficients de corrélation probablement différents. Est-ce qu'il y a des différences d'intensité ? Est-ce que je peux conclure quelque chose ? Je vais faire une synthèse quantitative, une synthèse de données quantitatives, c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est la même chose, ça se veut exhaustif. Donc si je veux être sûr de synthétiser l'ensemble des études qui existent sur un domaine, en amont, j'ai fait une revue systématique de littérature. Okay. Et puis, si j'ai bien fait... Alors, je peux faire une publication avec une revue systématique de littérature, de plus en plus difficile. Je peux faire une revue systématique de littérature qui débouche sur une méta-analyse, ce que je sais. Mais une fois que je sais ce que je sais ce que je ne sais pas. Et donc, ça m'amène des pistes de recherche, et c'est le fameux Research Agenda. Donc ça, c'est un chaînage de plus en plus classique, j'allais dire imparable. Au fur et à mesure que les sciences de gestion se développent, on a une accumulation de connaissances, etc. Au bout d'un moment, on se dit stop, je fais une synthèse, je regarde tout ce qui a été écrit, je regarde tout ce qui a été calculé sur le domaine, et puis j'ai des enseignements, je sais ça. Donc si je sais ça, vous, manager, je peux vous dire, peut-être que dans cette situation, pour manager des commerciaux en situation de vente directe, dans du B2B, il vaut peut-être mieux jouer là-dessus que là-dessus, on le sait. Par contre, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est ma Research Agenda. Okay. Donc avoir ça un petit peu en tête, parce que ça permet de voir quel type de revue de littérature, et puis ça peut donner des idées, parce qu'en fait, quand vous avez une méta-analyse, j'y reviendrai tout à l'heure, vos résultats peuvent alimenter des résultats de méta-analyse, et un résultat très banal, vous dites, ouais, il y a déjà 20 études sur le domaine qui ont été publiées, moi j'arrive avec mon 21e coefficient de corrélation sur ce domaine-là, vous dites, ouais, voilà, je suis le 21e, ouais, mais peut-être que vous êtes le premier dans un trou de la raquette. Donc, synthèse, la revue de littérature et thèse de DBA, ça peut être le point de départ, ok. Ça peut être un début pour faire une méta-analyse, ça peut être un début pour faire un Research Agenda, programme de recherche. Bon, pas très bien, mais c'est comme ça. Et puis, c'est ce que je disais. Bien entendu qu'une fois que vous avez fait votre thèse, que vous avez fait votre méthodo, que vous avez vos résultats, vous réalimentez la revue de littérature. Vous avez une petite brique. Peut-être que vous avez un gros mur pour la cathédrale du savoir. Ouais, souvent, on a un petit caillou. Mais les petits cailloux, à force d'agréger les petits cailloux, vous pouvez monter des murs. Donc, vous allez renouer avec votre revue de littérature et souvent contribuer à cette revue de littérature et où vous enchaînez sur une méta-analyse. C'est bon. C'est bon ? Merci. Alors, je vais maintenant vous présenter la stratégie de recherche, c'est-à-dire la stratégie pour conduire une revue de la littérature. Donc, nous partons ici sur un travail en 6 étapes.
Et donc, comme je vous l'ai dit, pour chaque étape, vous voyez, entre parenthèses, il y a les outils que nous utilisons, que nous proposons, mais nous les avons testés. Alors, la première étape, c'est une étape de découverte du sujet. C'est absolument important d'avoir identifié au moins un article clé fondamental sur votre sujet, sur votre recherche, et de l'avoir toujours avec vous pour finalement vérifier aussi les recherches que l'on pourra faire par ailleurs. Donc, un article et surtout les mots-clés. Donc, les mots-clés sont importants pour l'étape 2. Hein, c'est-à-dire qu'on va passer, une fois que l'on aura identifié ces mots-clés, à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est l'étape qui consiste à chercher dans les bases de données. Donc, nous avons besoin de trouver des références. Donc, ça se traduit par un tableau Excel avec des lignes, et chaque ligne est une référence. Voilà. Alors, ça, c'est l'étape 2. La troisième étape, c'est le filtrage. Donc, on va devoir ici faire comme du traitement de données, c'est-à-dire par rapport à ce fichier Excel. On considère que ce fichier Excel, c'est notre fichier de données. Et on va essayer de sélectionner les bons articles. On doit absolument trouver les articles qui correspondent à notre projet de recherche. Et il faut savoir les identifier et faire du tri. Alors, on ne s'arrête pas là. On va, par acquis de conscience, faire une deuxième recherche, c'est-à-dire aller voir si on n'a pas pris le risque d'oublier des papiers qui pourraient être importants pour notre recherche. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième recherche, et donc ça se fait par une analyse du réseau de citations. C'est une étude du réseau. Donc on a ici la possibilité de voir comment les articles se positionnent les uns par rapport aux autres, et ça va nous permettre d'enrichir la base de données. Alors, traditionnellement, quand on travaille manuellement, vous savez, on regarde la bibliographie à la fin de l'article, et puis on dit, tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu, eh bien, je vais le prendre et je le réintègre dans la liste, et on le remet dans le tableau Excel. Donc, cette étape 4, elle est importante, parce que c'est une étape de vérification, hein, c'est une étape qui nous permet donc de valider que nous avons bien travaillé précédemment. L'étape suivante, c'est l'extraction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir les lire, les articles, hein. Il ne suffit pas de les mettre des lignes dans un tableau Excel, il faut donc les télécharger. Donc ce sont des articles que vous allez vous procurer avec plus ou moins de difficultés et que vous allez pouvoir donc détenir cette fois-ci au format PDF. Et donc une fois que vous avez vos articles sélectionnés, eh bien, vous pouvez faire la synthèse de la littérature. Donc là, pas de miracle, hein, il faut quand même passer par la lecture et l'écriture d'une synthèse, mais donc c'est ce qui vous permettra de dire que vous avez fait une production scientifique. Ce sera votre production scientifique, et donc ça repose là aussi sur de l'analyse de contenu, sur l'analyse des sources qui vont vous permettre de répondre à votre question. Alors, donc, je vais passer maintenant au comment, hein, c'est-à-dire à la méthode assistée par IA. On va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, gardez bien le process en tête. D'ailleurs, je vais vous le reprojeter parce que nous allons suivre ce process. Alors, vous voyez, donc voici le process. Alors, vous allez me dire, oh, mais il y a 7 étapes, puis vous venez de dire qu'il y en avait 6. Alors, c'est normal, parce que ici, la sélection ou le screening, le tri des articles, eh bien, il apparaît 2 fois, vous voyez. Donc, ici, le tri initial, et puis ensuite, le tri collaboratif. Ben, ça dépend, si vous travaillez en équipe, vous faites du tri collaboratif. Si vous travaillez seul, vous faites que le tri initial. Mais donc, ce sont ces 2 étapes qui se regroupent. Sinon, on va retrouver ici nos 6 étapes. La recherche préliminaire, la recherche sur les bases de données. C'est vraiment le cœur de compétence, hein, chercher dans des bases de données. C'est ce qu'on a tous appris à un moment donné à faire. Quand on a appris à faire de la recherche, on a appris à se servir de bases de données. Donc, bon, avant d'utiliser l'IA, il faut savoir se servir d'une base de données. Ensuite, le tri, donc en deux étapes. Et puis ensuite, ici, on va passer au réseau de citations, c'est la recherche un peu complémentaire, vous voyez. Et puis ensuite, on va donc télécharger nos papiers. Puis au passage, évidemment, vous allez vous servir de vos gestionnaires de bibliographie comme Zotero ou Jabref, ou enfin, ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. Et puis on termine par l'analyse des données. Alors, donc,
une remarque, donc il faut bien ici considérer que les deux premières étapes sont différentes. La découverte du sujet, elle va donc s'intéresser surtout à l'identification des mots-clés. Et puis la deuxième étape, la recherche donc, dans les bases de données, elle va se réaliser par mots-clés. Donc ce qu'il faut retenir dans notre méthode, c'est que la première recherche, elle se fait avec l'IA et que c'est une recherche en langage naturel. Et la deuxième, elle se fera avec les mots-clés. Ce n'est pas exactement la même chose, d'accord? Donc on commence par une recherche avec l'IA et donc en s'adressant à l'IA en langage naturel, en posant simplement sa question. Et puis ensuite, on verra que nous allons travailler avec une série de mots-clés pour extraire des papiers de bases de données. Ça va? C'est bon? Alors je continue. Je vais vous présenter 3 outils que nous avons sélectionnés. Donc, il y a Undermine, Consensus et Answer This. Alors, on va citer quand même notre collègue Oui. Théophile Ossard. On bosse avec un data manager, d'accord, qui fait du data management et qui passe H24 ou presque 7 jours sur 7 à faire une veille, à regarder les outils, lesquels sont les plus performants, comment ils évoluent, parce que une fois, quand on préparait une formation à la FNEJ ou un petit déjeuner au neige, c'était un mardi, j'avais passé le week-end sur un outil, le lundi sort une nouvelle fonctionnalité. Ouais, donc Théophile nous aide beaucoup pour toute cette partie très data, technique, des moments où il faut y aller, quoi. Voilà, c'est évident. Alors, nous avons d'autres séminaires, notamment le séminaire que nous faisons à la FNEJ, qui sont vraiment dédiés au coaching, parce que c'est bien beau de vous citer les logiciels, mais c'est beaucoup mieux quand vous les utilisez et qu'on est avec vous et qu'on vous donne des conseils au fur et à mesure que vous utilisez. Donc l'idéal, c'est ça, c'est de faire du coaching. Là, aujourd'hui, on ne fait que les citer et vous expliquer rapidement comment, à quoi ça sert, mais c'est évidemment pas la même chose. Donc Undermine, c'est un logiciel qui va vous permettre de réfléchir justement à votre recherche et vous allez vous adresser à lui en langage naturel, c'est-à-dire en lui proposant votre question de recherche. Vous allez écrire votre question de recherche et souvent il va vous aider à prompter, c'est-à-dire que contrairement à ChatGPT qui vous laisse prompter tout seul, ou Perplexity ou autre, où il est juste en attente de prompt, Undermine va vous proposer d'affiner votre question. Voilà. Donc, par exemple, vous lui dites, je fais une recherche sur les salariés âgés de 50 ans et plus. Alors, il va nous dire, est-ce que ce sont des salariés qui travaillent dans le public ou dans le privé? Est-ce que ce sont des salariés qui sont ici, qui ont des problématiques d'emploi, c'est-à-dire qui sont en emploi ou qui sont au chômage. Donc, il nous aide vraiment à préciser la question. Alors, quand vous introduisez votre question de recherche, vous allez obtenir une réponse en 3 parties, en 3 tableaux. Voilà. Alors là, voilà l'écran, c'est une capture d'écran. Donc, vous avez ici une première partie de la réponse qui vous est donnée par Undermine. Eh bien, c'est simplement une réponse littéraire, c'est un résumé. C'est un résumé de la littérature qu'il a pu trouver. Alors, je précise, mais ça on le redira, qu'il va chercher dans une base de données qui s'appelle Semantic Scholar. Donc, c'est la base de données, donc il ne va pas chercher dans Scopus ou Web of Science, dans d'autres bases de données, il va chercher dans Semantic Scholar, parce que c'est une base de données qui est open source. Donc, ces applications ont la possibilité d'aller chercher dans cette base de données. Alors, vous voyez ici des références avec des petits numéros. Ça correspond aux principales références qui correspondent au sujet. Et vous pouvez, de cette façon, avoir un bref résumé et les quelques références qu'il a utilisées, lui, pour faire son résumé. Alors, ensuite, nous avons une deuxième partie là, de la réponse où on vous propose de poser des questions plus précises et c'est lui qui vous suggère les questions à poser. Voilà, donc est-ce que vous voulez quick introduction, est-ce que vous voulez, vous voyez ici ce qu'on vous propose. On peut vous proposer le timeline, c'est-à-dire il va classer les travaux au fil de
parution. Il peut vous montrer les éléments de discorde. Il peut vous montrer la scientificité des papiers. En tout cas, vous voyez ici, il est vraiment dédié à la revue de la littérature. Donc, il vous conduit finalement à ici vous interroger autour de la littérature qu'il a pu identifier. Et puis, vous avez la troisième partie de la réponse. Ici, c'est un tableau. C'est un tableau de référence. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il donne beaucoup de références. Quelquefois, on peut aller jusqu'à 200 références. Donc, il propose vraiment, contrairement à d'autres, un grand tableau de références. Et donc, pour chaque référence, vous avez un bref résumé. Et puis, vous avez ici, surtout, ici, un taux qui correspond à la pertinence de l'article par rapport à votre question de recherche. Donc, ce taux va évidemment décroître. Si vous travaillez sur, par exemple, un sujet qui va confronter deux concepts, eh bien, vous aurez à un moment donné un taux de 50% parce que l'article se consacrera qu'à un seul des deux concepts. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 1%, 2% si ça parle vaguement du sujet. Mais il y a quand même un grand nombre de travaux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai dit à la première étape, vous devez identifier le bon papier. Nous, notre question, c'est toujours la même pour les démonstrations, c'est comment réaliser sa revue de la littérature avec l'IA. Et donc, le bon papier sur le sujet, c'est le papier de Wagner. Et dès lors que l'outil nous fait ressortir le papier de Wagner, ça nous donne confiance. On se dit, tiens, il a trouvé le bon papier sur la question. Mais au départ, évidemment, il fallait l'avoir. Alors, bon, dans des conférences, etc., entre chercheurs, on discute et puis on se donne quelquefois des conseils, ou quand vous êtes évidemment supervisé en tant que doctorant, bien, vous allez demander à votre directeur ou directrice de thèse quel est le bon papier sur le sujet, et souvent on vous le donne. Mais c'est important de l'avoir, parce que c'est un moyen de vérification. Donc voilà, vous avez aussi le nombre de citations qui est aussi un bon indicateur. Alors, deuxième outil. Consensus. Oui, consensus. Alors, consensus, il est peut-être un peu plus connu. Consensus, donc, qui arrive. Ça y est, j'y arrive, pardon, excuse-moi. Donc, voilà. Alors, consensus, vous voyez, c'est un outil qui donc, s'appuie aussi sur Semantic Scholar. Donc, plus de 200 millions de papiers, quand même, en open source qui sont dans cette base de données. Quelquefois, vous avez de très très bons papiers, mais vous n'avez pas le full text. La limite, un peu, c'est que vous ne pouvez pas obtenir le full text, alors que tous ceux qui sont évidemment disponibles en open source, eh bien, vous pouvez les récupérer de cette façon. Donc, voilà comment ça fonctionne. On va de la même façon s'adresser à lui en langage naturel. Et donc, c'est finalement assez simple, on n'a pas besoin de trop se réfléchir au paramétrage, on va simplement converser avec lui. Ah oui, d'accord, c'est un peu... Ouais, d'accord, très bien. Alors attends, je vais remonter juste ici, je suis en retard ? Non, ça va. Donc, alors, le consensus, vous voyez ici un petit peu les écrans, bon, ce qu'il produit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez ici une recherche qui est un peu plus limitée, c'est-à-dire qu'on va vous donner les 10 articles principaux, mais c'est intéressant de les avoir, ces 10 articles, parce que ça vous donne une première approche que vous allez pouvoir ensuite affiner, évidemment, et compléter. Alors, vous pouvez exporter. Alors, je n'ai pas parlé tout à l'heure d'exportation, mais donc ces logiciels vont vous permettre d'exporter. Donc vous allez pouvoir vous constituer déjà un petit fichier Excel. Alors ça dépend ce que vous préférez. Vous pouvez préférer exporter des fichiers au format RIS ou au format BibTeX pour les intégrer directement dans votre logiciel de gestion de la bibliographie, ou alors préférer travailler avec un fichier Excel et dans ce cas vous téléchargez au format CSV ou autre. Donc ça c'est important parce que donc, ici vous pouvez exporter gratuitement. Alors autre chose qui est juste de côté de Christophe, si tu veux voilà, montrer, c'est la possibilité de trier les papiers avant de les exporter. Vous vous dites, oh, je ne veux pas exporter la littérature, enfin des papiers qui viendraient de la littérature mondiale, ou alors je veux donc restreindre par exemple à la littérature en anglais, ou je veux restreindre à la littérature d'un certain pays, et puis je veux de la littérature de qualité, parce que sinon je m'y perds.
je m'y perds, je ne sais pas quelle est la qualité des papiers. Et donc, pour ça, vous vous fiez au classement. Vous savez que certaines revues sont classées et d'autres ne sont pas classées. Alors en France, nous avons le fameux classement FNEJ, mais à l'international, c'est Simago, ou Skimago, je ne sais pas comment on dit, comment ça se prononce à l'anglaise. Donc vous avez ici un classement en quartile. Donc les Q1, ce sont les meilleurs articles, ceux qui sont classés comme nous dirions rang 1, et puis ça va, voilà, c'est en 4 quartiles. Et donc avec Consensus, vous pouvez lui dire de ne choisir que des articles Q1 par exemple, et vous n'aurez un tri, il sera déjà filtré, et ça c'est extrêmement intéressant. Alors il y a d'autres filtres possibles, vous pouvez filtrer les méthodologies, si vous ne voulez par exemple que des articles qui travaillent en qualitatif, et puis vous pouvez filtrer aussi des thématiques, vous voyez ici, ici agriculture, art, biologie, business, etc. Bon, ça peut être intéressant, notamment nous dans nos domaines, on va pouvoir restreindre assez facilement nos travaux. Alors, voici pour le deuxième. Et donc, le troisième, alors celui-ci est très intéressant aussi, Answer This. Vous voyez, c'est la même configuration que pour les autres. On s'adresse à lui en langage naturel. On va écrire sa question de recherche ici. Alors, lui aussi va nous aider à prompter et il va nous proposer de choisir aussi la base de données sur laquelle vous allez travailler. Donc c'est assez vite vu, parce que il y a notamment les bases de données pour la médecine qui sont proposées, et puis celles qui sont un peu plus pluridisciplinaires. Donc on va pouvoir choisir. Puis on va choisir de la même façon aussi, si on veut des articles qui viendraient du web, des articles peut-être non académiques ou uniquement des articles académiques. Donc ça, c'est une chose intéressante. Alors, Answer This, il faut se méfier, pas se méfier, mais enfin c'est vous qui voyez, il peut vous proposer de tout faire à votre place. C'est un peu un tout en un, c'est-à-dire qu'il va vous proposer aussi de rédiger la synthèse à votre place. Alors là, voilà, ça faut vous dire, c'est le Pérou. Mais bon, en réalité, nous, c'est pas ce que nous recommandons. Nous recommandons de travailler étape par étape, et donc nous, l'idée, c'est plutôt de collecter des papiers et de finalement faire cette recherche préliminaire pour avoir une certaine expertise sur le sujet et pour pouvoir ensuite réaliser les étapes suivantes de façon un peu plus, j'ai envie de dire, traditionnelle. D'accord ? C'est-à-dire basée sur la compétence de n'importe quel chercheur. Là, c'est lui qui a la compétence. Il rédige la revue de la littérature pour vous, ça veut dire que c'est lui qui a la compétence et que vous je ne veux pas exagérer, mais vous ne l'avez pas. Alors, l'idée, c'est donc, encore une fois, de faire ressortir la liste des références. Mais il est extrêmement complet. Par exemple, ici, vous pouvez avoir une carte, un graphique du réseau de citations. Vous pouvez avoir des différentes, on va dire, mise en scène de votre littérature. Donc je vous conseille quand même d'aller voir. Alors ça, c'est donc la recherche en langage naturel. Voilà. Je me dépêche. Oui. Ces outils vous aident aussi à définir un sujet ou une problématique. D'accord. Ce que mon directeur de thèse appelait faire tourner le sujet dans tous les sens, etc., pour amener des choses nouvelles. Okay. Quand un étudiant en master 2, un étudiant qui vous dit que vous avez un sujet de oui, est-ce que l'IA va impacter la gestion des ressources humaines ? Je te dis c'est oui, la réponse pas à peine. Mais va chercher quelque chose de plus problématique, de voir ce qui existe, etc. Ces outils-là, ils sont super pour ça. Okay. Et donc, ils vont vous amener à définir un certain nombre de mots clés. Voilà, c'est-à-dire que là, on va revenir dans la pratique de la revue de la littérature telle que vous la connaissez. C'est la recherche dans des bases de données. Les bases de données que nous utilisons dans les universités sont Scopus, d'accord, et puis Web of Science, EBSCO. Alors, les universités ont tendance à réduire leur budget et à les sortir des catalogues. Alors, je ne sais pas comment c'est à Grenoble, mais je sais qu'à Lyon, c'est sorti des catalogues. Donc, c'est dommage, parce que, évidemment, c'est comme si on ne pouvait plus faire notre travail. Bon, alors, logiquement, vous devriez, si vous regardez la littérature internationale, vous allez repérer que ce sont les bases de données qui sont les plus utilisées. Voilà. Alors, je vous ai mis ici la liste, Scopus, Web of Science. Alors, donc, sémantique scolaire, c'est à part, puisqu'on a vu qu'on pouvait y accéder directement en langage naturel. Ici, donc, Scopus et Web of Science, on y accède avec les mots-clés. Il y a également OpenAlex. Voilà. Alors,
on ne va pas ici vous faire un cours sur les bases de données, hein, mais... je vois la pendule qui tourne. Oui, d'accord, je vais te juste laisser ça, la il faut aller voir. Donc, BSI, vous êtes avec l'IAE de Lyon, donc il faut voir quelle base de données payante vous avez à disposition. Okay. Et pour les collègues qui sont dans leur établissement, souvent on a Web of Science, ou Scopus, on n'a pas c'est du EBSCO, les c'est des choses comme ça. Allez voir ce qu'il y a. Et dans certaines de ces bases de données, de plus en plus, ils mettent un petit peu d'IA. Okay. Donc la base de données EBSCO à l'époque était tout en mots-clés. Maintenant, je vois, il y a un petit module IA qui fait un petit peu le job qu'on a présenté avant. Ou qui fait l'analyse bibliométrique. Alors, juste une chose, c'est qu'à ce niveau-là, on peut utiliser l'IA, on peut utiliser ChatGPT tout simplement, pour vous aider à identifier les mots-clés. C'est-à-dire que si vous êtes un peu perdu ou si vous avez peur d'oublier des mots-clés, parce que c'est ça, c'est le biais humain, il est là. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les mots-clés. Donc, alors, on a fait toute la phase préparatoire, hein, on a vu avec les justement consensus, etc., pour identifier ces mots-clés. On peut, pour en avoir le cœur net, ici c'est des... Mais c'est surtout utile pour rédiger la formule, la requête, vous savez, et quelquefois, donc, on utilise des opérateurs booléens, et OR, pour relier les mots-clés entre eux. Donc, je ne sais pas si vous avez l'expérience de faire ça, c'est assez délicat. Et si vous ne savez pas le faire ou si vous avez peur d'avoir des difficultés, eh bien, demandez à ChatGPT, il le fait très bien. Voilà. Il vous fait la requête vous faites le copier-coller, vous mettez ça dans... Et après cette requête, vous voyez, vous avez ici un exemple de requête, sauf que c'est un peu mariole, enfin c'est un peu difficile, vous voyez, il faut réussir à mettre les guillemets où il faut, et ça, sinon si c'est faux, la recherche ne va pas fonctionner. Vous pouvez vous retrouver avec 0 résultat ou alors avec 4 millions de résultats. Vous voyez, c'est le problème. Donc, à ce moment-là, travaillez sur cette association avec ChatGPT. Voilà. Donc, vous allez ensuite pouvoir exporter. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, là, dans l'exemple, on a trouvé, par exemple, 371 résultats. Vous allez exporter aux différents formats. CSV, si vous travaillez sur, vous préférez les tableaux Excel, ou avec les formats qui vont être compatibles avec votre littérature. Alors, je passe maintenant la parole à Christophe qui va prendre la suite. Donc, l'idée, on est sur le systématique. Donc, nos ennuis commencent parce qu'on veut quelque chose de systématique. Donc, on a lancé les filets très larges. Donc, on va avoir un très grand nombre de papiers avec 2 problématiques, c'est des doublons. Ceux qui font du marketing direct ou qui gèrent des fichiers marketing, vous avez 2, 3, 4 fois la même référence. Avec un coup de bol, c'est exactement la même formulation, c'est facile à dédoublonner, dédupliquer. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est est-ce que les articles que vous avez pêchés sont pertinents pour votre recherche? Donc, on va passer dans cet élément-là, c'est comment je fais le tri. Parce que là, je peux être à 1000, 2000, 3000 articles qui semblent pas mal pour notre recherche. Donc, la question qui va se poser, c'est comment je vais arriver à dédoublonner et à garder uniquement les articles pertinents. Donc un premier outil, c'est AS Review, alors, qui demande une petite installation d'Anaconda, c'est ça, d'un petit élément là, un Python, et qui va vous permettre, à partir de la base de données que vous lui donnez, de voir quels sont les articles qui correspondent à votre recherche. Le deuxième outil qu'on utilise beaucoup, c'est Ryan. Alors, Ryan, c'est un truc, j'allais dire, entre guillemets, extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir votre littérature, vous pouvez avoir différents éléments, donc comme vous avez une extraction de Web of Science, le nom, les références, les auteurs, la revue, la date, etc. Et puis vous avez l'abstract, et vous allez pouvoir passer un par un les articles en disant, compte tenu de ce que je vois, je jette, je garde, j'ai un doute. Et si vous êtes dans une équipe de plusieurs co-auteurs, votre co-auteur peut faire ça à l'aveugle aussi. Je jette, je garde, je doute. Et puis à la fin, vous vous réunissez, il vous sort les accords sur je garde, les accords sur je jette, et puis les accords sur je doute, et puis les désaccords. Et les conflits. Ouais. Okay. Et c'est là où on dit que c'est quelque chose de collaboratif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trié, si votre sujet de recherche il est bien cerné et tout, vous avez fait 90% du boulot, il vous reste 10%, vous allez pouvoir faire un petit zoom avec vos collègues et puis regarder un par un, peut-être aller chercher le full texte pour voir si vous gardez ou si vous jetez. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne très très bien, qui est très, très ergonomique. Okay, il suffit de rentrer votre base de données et puis vous allez avoir cet élément-là. Voilà, vous avez ça, donc vous avez les données, là ils en ont importé 609.
il y a 397 doublons. Et c'est bien, puisque vous voulez être systématique, donc vous avez tout croisé ce que vous pouviez croiser. OK. Il y a 0 problème et il y a 397. Bon, là, Voilà. il y a pas de- Alors, c'est-à-dire que comme on travaille sur plusieurs bases de données Scopus, Web of Science, c'est normal que vous ayez des doublons. Mais on vous recommande d'aller sur le plus de bases de données possible, hein, parce que finalement, Oui, elles sont à notre... Vous faites EBSCO aussi, vous voyez. Et donc, il y a des doublons, et donc le travail, c'est de les enlever. Alors, Ryan, c'est payant, mais si vous travaillez en collaboratif, il suffit qu'un des chercheurs ait la licence, et donc c'est gratuit pour les autres. AS Review, c'est complètement gratuit. AS Review, c'est là où on donne un article clé, c'est ça? AS Review, c'est celui qui est avec celui Python. d'avant. C'est celui Ouais, avec ok. Python, voilà. Alors, comment j'ai fait ma tambouille? Qu'est-ce que j'ai éliminé? Qu'est-ce que j'ai pas éliminé? Je suis vraiment dans la problématique de transparence et reproductibilité. C'est-à-dire que j'explique tout ce que j'ai fait. Un collègue qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu, s'il suit, c'est une recette de cuisine, s'il suit ma recette, il doit arriver exactement au même résultat. Okay. Donc il y a un processus qui s'appelle Prisma. Alors, processus Prisma. L'acronyme, pardon. Oui, l'acronyme, il est Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Donc ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus arriver, à la fois pour les revues systématiques et pour les méta-analyses. J'explique ma recette de cuisine en détail. Et donc, vous allez avoir... Alors, Ryan, il vous sort le truc à la fin. D'accord? Il vous sort ce type de graphique-là. Donc, vous avez combien vous aviez d'items, alors qui viennent de Scopus, qui viennent de Web of Science, nanana, nanana. Tout ce que j'ai éliminé, combien j'en ai regardé, combien j'en ai exclu, combien on a sought for retrieval, j'ai cherché à enlever, tac, 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 combien il y a d'études prises en considération, 43. Donc ça, de plus en plus, hein, je fais le parallèle avec le Cali, parce que j'ai vécu le Cali où on faisait un peu, on voit bien que... et puis ça me permet de valider mon hypothèse à des choses où maintenant, bah, oui, justifie-moi que ce que tu vois, bah, tout le monde le voit et de la même façon, etc. Là, c'est exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire que je vais vraiment... Ouais. Donc là, maintenant, j'ai mes articles. Je passe. Ce que j'ai Oui. oublié de dire, c'est dans le AS Review, c'est là où on donne des articles clés. Oui, Voilà. AS Review, c'est... AS Review, j'ai comment il sait que l'article est pertinent. Florence a dit au début, vous essayez de trouver un article clé. AS Review, c'est vous essayez de lui dire, ça, c'est des bons articles. Ça me va. Ça me plaît. Vous lui dites, tiens, ces 10 articles, ils me plaisent. Et lui, sur des 300 articles, il va me trouver des articles qui me plaisent. Il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Vous lui dites, ça, ce sont des articles qui sont mauvais, vous lui en donnez 5. Ça, ce sont des articles qui sont très bons, vous lui en donnez 5. Et ensuite, il apprend et il fait tout seul. On reste dans l'IA. Il peut vous faire une grosse bêtise. Voilà. Alors, donc, on passe à la deuxième recherche. Là, je commence à être bien quand même. Hein. 43 articles, je me dis, bon, il va falloir les lire, il va falloir les télécharger. Mais j'ai toujours ma petite angoisse, ma petite névrose. Est-ce que je ne suis pas passé à côté d'un truc? Je regarde, quand on parle, on ne regarde plus l'heure. On met en route le petit lapin. Research Rabbit, il court très vite. C'est une analyse de réseau. Alors, il va chercher dans les bases de données ce qui est corrélé à vos 43 articles, par date, par journal, par auteur, par mot-clé. Et là, vous pouvez jouer là, avec ces trucs, là, vous voyez, vous cliquez là, il vous offre le truc, nanana, et il peut vous amener de nouvelles références. Donc là, on est dans le, ce que les anglo-saxons appellent le polish, là, on est vraiment dans le truc théoriquement, on ne découvre pas des tonnes de nouveaux trucs, ok, mais on peut trouver quelques nouvelles références que, alors vous voyez, vous pouvez avoir ça par timeline, par auteur, par thème, etc. etc. C'est hyper facile, hein, tac, tac, vous cliquez, etc. Il vous sort les références. Et pour visuels et tout. compléter, il va dans Semantic Scholar. Voilà. Et donc, le lapin, Research Rabbit, je vous le recommande. Et puis, il y en a un deuxième. Hein. Oui, le deuxième, c'est exactement, vous voyez, c'est la même chose. C'est les réseaux. C'est juste la présentation qui n'est pas la même avec Insightful. Donc maintenant, on commence à avoir une bonne idée de notre bibliographie. Ok. Ouais. Alors là, c'est le côté un petit peu, excusez-moi, bourrin. Comment? Insightful.
C'est le même système. C'est le même l'idée, système. on est sur des réseaux de relations, auteurs, articles, etc. Ce qui est intéressant avec Insightful, c'est qu'il propose un tableau de référence en dessous, là, en dessous. Donc, et c'est une présentation qui est un peu différente et qui est peut-être plus pratique, mais c'est le même process. En fait, ce truc, c'est quand à l'ancienne, hein, vous remontiez à la bibliographie, hein, vous dites, ah ben tiens, il y a tel journal, il sort vachement, peut-être que je vais aller voir plus systématiquement ce journal, tel auteur, il a l'air un peu focus sur mon sujet, etc. C'est ça, hein, ce qu'on faisait manuellement, intuitivement, voilà. Donc maintenant, j'ai mes articles, il va falloir aller se les charger, ok. Donc les PDF, vous avez des bases de données, on n'a pas trouvé miracle pour appuyer, et broum, tous vos PDF arrivent sur votre disque. Il y a une base de données ANA, alors là j'ai bien regardé hier, c'est pour les gens de ma génération, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait du peer-to-peer, il y avait des gens qui avaient des disques, ils les mettaient sur un site pour partager aux autres, c'était illégal, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que je peux partager un truc, bon, vous pouvez aller télécharger, enfin vous voyez, vous avez un certain nombre d'articles, la meilleure façon quand même d'avoir les articles, c'est d'avoir les bases de données payantes, ou après vous avez ResearchGate, vous pouvez demander aux collègues de partager leurs articles, etc. Ouais, etc. ouais. J'avance. Ouais. Donc là, on a nos PDF maintenant, il va falloir les lire, hein, ou pas. Donc on va réaliser la synthèse. Découverte du sujet, recherche des références, filtrage. Deuxième recherche, c'est notre réseau. Extraction, maintenant on fait l'analyse. Okay. Alors, j'adore NotebookLM. NotebookLM, c'est vous rentrez le PDF. Ok. Ça s'appelle gratuit. NotebookLM, excusez-moi, c'est là, ça a été traduit automatiquement. Ouais, NotebookLM, c'est gratuit. Vous rentrez un PDF. Ok. Il vous sort ce que vous lui demandez. Alors, il vous sort tout seul des trucs, mais il vous sort ce que vous lui demandez. Quelle est la méthodologie de cet article? Quelle est la principale théorie mobilisée dans cet article? Quelles sont les principales voies de recherche proposées dans cet article? Vous pouvez rentrer jusqu'à 50 sources, vous pouvez faire une synthèse de ces 50 sources. Fais-moi une synthèse des méthodologies mobilisées dans ces 50 articles. Alors il va vous dire, il y a du Kali, il y a du Kali. Fais-moi une synthèse des méthodologies quanti utilisées dans ces 50 articles. Ça vous intéresse, vous avez le petit paragraphe qui vous plaît bien, dans ces 50 articles, les méthodologies quanti, bon, fais-moi une note. Il vous fait un petit document. Je me déplace parce qu'il le met là, sur la droite. Il me fait une petite note, et cette petite note, vous pouvez la remettre dans une source. Et ainsi de suite. C'est comme ChatGPT. Si vous lui dites un truc vague, il va vous sortir un truc vague. Si vous le challengez, tac, 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 à un moment donné, vous pouvez arriver à avoir quelque chose. Fais-moi une synthèse. Alors, je vois que dans les 50 articles clés, il y a 3 grandes théories qui sont mobilisées. Fais-moi une description de ces 3 grandes théories, les principaux auteurs, les principaux éléments, blablabla, blablabla. Exporte-moi ça dans une note, ok? Et cette note, on ne peut pas l'exporter direct dans Word, vous pouvez la copier-coller, et vous avez un bout de revue de littérature, par exemple. Et il vous met des petits numéros où il vous fait les références. Après, j'avais proposé, messieurs, chers collègues, messieurs, mesdames, chers collègues, messieurs, mesdames, les doctorants et les docteurs, Notebook, il vous fait un podcast. Super. Il vous fait une vidéo, super. Et donc, j'en ai parlé à Michel, mais il a pas qui veut de l'impact. Une fois que vous avez votre thèse, vous faites un podcast de votre thèse. Ça fait un échange simulé par IA, il faut vérifier aussi. Et ça vous fait un vecteur pour diffuser et promouvoir vos travaux formidables. Oui, Notebook, pour les collègues en cours aussi. Ouais, vous faites un podcast d'un article, vous faites un podcast d'un truc que les étudiants ne lisent plus, ils écoutent encore un peu. Mes étudiants. Je sais pas. Vous faites un petit podcast de 4-5 minutes, il y a une petite chance qu'ils écoutent. Voilà. Donc ça vous aide. Hein. C'est de l'IA. Peut vous sortir des grosses bêtises. Alors, justement, je parlais tout à l'heure d'AnswerThis, je vous en ai parlé. Vous vous souvenez, je vous ai dit, lui, il propose tout. Eh bien, lui, il propose aussi. Hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous créer ce qu'il appelle une librairie. Donc, vous allez, lui, charger les papiers que vous avez sélectionnés. Donc uniquement les papiers que vous avez sélectionnés, et il va écrire, il va vous proposer aussi d'écrire la synthèse de ces papiers. Alors là, c'est une aide, hein, c'est-à-dire que il faut les lire, les articles. Okay. Mais après, pour vous aider à synthétiser, ou quand vous dites, putain, j'ai lu les 50 articles, alors je sais qu'il y en a un, il parle d'une méthodologie, je ne sais pas quoi,
plutôt que de reprendre les 50 articles, vous avez vos 50 articles, vous dites, dis-moi l'article qui utilise la méthodologie, je ne sais pas quoi. Tac, paf, ça sort. En tout cas, moi, je préfère Notebook LM parce que Notebook LM, il va vous indiquer vraiment le passage de l'article sur lequel il s'est appuyé pour écrire cette partie de la synthèse. Et donc, finalement, c'est une aide à la lecture. C'est-à-dire, étant donné que Notebook LM souligne, vous allez lire le paragraphe qui est souligné et ça va vous donner envie de lire plus et de lire l'article. Mais vous entrez dans l'article, non pas en commençant au début, je lis le résumé, l'intro, etc., mais vous entrez dans l'article par le paragraphe qui vous intéresse. Et c'est comme ça que vous allez découvrir le potentiel de chacun de vos articles. Donc, c'est une aide, mais ça ne remplace pas le chercheur dans la mesure où je lis. Mais je lis, j'ai une façon un peu ciblée de lire et je lis en fonction de mon objectif de recherche. Moi je le dis, s'il y a des doctorants en première année, prenez-vous 10 articles, paluchez-vous les de la première ligne à la dernière ligne, quoi, à l'ancienne. Et puis après, quand vous verrez que c'est toujours la même chose, il y a une standardisation de l'article. Mais bon, voilà, il y a un processus de maturation que l'IA ne peut pas faire à votre place. Oui, il faut en passer par là, c'est l'apprentissage du métier. Contribution et limites. Alors, c'est moi ou c'est toi? C'est toi. Là. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes, à ce jour, alors il reste quelques minutes. À ce jour, évidemment, on a quelques consciences des avantages et des limites, mais ça évolue tellement vite que, évidemment, ce tableau aussi a sa limite. Alors, ce que l'on peut dire des outils que nous avons présentés, par exemple Consensus, etc., c'est que ça nous permet d'explorer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment l'idée du gain de temps. Et quelquefois, la recherche en langage naturel est peut-être plus facile que la recherche par mots-clés qui peut être finalement un peu comme une barrière à l'entrée pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, attention au caractère scientifique des revues. Beaucoup de chercheurs nous disent, moi je me retrouve avec 3000 références et je ne sais pas quoi en faire et je ne sais pas quels sont les articles de qualité. Je ne sais pas, surtout quand on débute dans la recherche, je ne sais pas repérer les bons papiers des mauvais, ou des mauvais, c'est peut-être, c'est pas ça que je voulais dire, mais qui sont peut-être moins cotés. Donc, fiez-vous ici au référencement, c'est-à-dire au classement des revues. Alors, ensuite, l'avantage ici, c'est les outils qui vous proposent tout en un, là, comme Answers-This, ça peut être considéré comme un avantage, mais attention, ça reste quand même quelque chose qui est assez opaque. Et on ne contrôle pas toujours les sources, donc attention, c'est mieux de travailler sur sa librairie, autrement dit, de charger des sources et de lui imposer de ne travailler que sur les articles de votre librairie. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Bibliothèque. C'est notre LM. De votre bibliothèque. Il travaille sur les articles que vous lui avez donnés. Voilà. Mais même Answers-This, il faut le lui dire. Si vous ne lui dites pas, il va chercher dans Sémantique Scholar. Donc il va faire une synthèse sur tout. Il faut le lui dire. Alors, ici, les biais, on peut parler des biais humains comme des biais algorithmiques, il y en a des deux côtés, donc il y a une sorte d'équilibre, mais on progresse. Moi, je trouve qu'en tout cas, il y a moins d'hallucinations dans les logiciels qui sont spécialisés pour la revue de la littérature. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là par rapport à ChatGPT, par exemple. Et puis, dernière chose peut-être à propos de la cartographie, donc Insightful, on vient de voir Insightful, puis on a vu le lapin, la Research Rabbit, etc. Eh bien, ça demande, c'est un véritable avantage de voir ces réseaux, mais travailler sur des réseaux, ça demande quand même de l'expertise. Il faut comprendre comment est constitué le réseau, il faut savoir l'interpréter. Quelquefois, il y a des liens entre des articles, mais qui ne sont pas forcément des liens qu'il faut mettre en avant. C'est parce qu'on a cité la même référence à quelqu'un qui fait de la méthodologie, par exemple. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il faut quand même avoir une certaine expertise. Ça, c'est important. Alors, donc, il y a encore ici un tableau qui synthétise les choses. Donc, la limite manque de transparence et dépendance à l'algorithme. Avec la peur de dépendance et de perdre des compétences, les compétences des chercheurs. Je me souviens quand j'ai présenté à Grenoble, c'était ce qui était ressorti. Et alors, comment former nos doctorants et comment nous, finalement, garantir que cette compétence en matière de revue de la littérature ne se perde pas? Ça, c'est une vraie question. Rien n'est stabilisé. Beaucoup d'applications sont en cours de développement. Donc, on peut évidemment avoir du mal à cerner vraiment leurs limites, parce que ce sont des limites temporaires, parce que les développements ne sont pas
complètement terminé ou est-ce que ce sont des limites définitives. Et puis, il y a le coût, c'est-à-dire qu'on essaie, nous, de jouer sur la variété des outils pour vous proposer des outils gratuits ou freemium, mais finalement, on se laisse vite tenter et donc on s'abonne, c'est 20 €, plus 20 €, plus 20 €, plus 20 € parce qu'il y a plusieurs solutions et donc ça finit par coûter cher. Alors, il y a des problématiques plus fondamentales, donc là, je laisse Christophe peut-être reprendre la main. On ne peut pas finir une présentation comme ça sans parler de tous les problèmes éthiques, qu'on aurait pu mettre plus d'ailleurs, de l'IA avec tout ce qui est les problèmes de propriété intellectuelle, qu'on a dans tous nos domaines, qu'on a encore plus. Moi, ça m'arrive de travailler dans la musique. Tous les logiciels de musique, ils ont été entraînés avec les chansons et les musiques actuelles. Ils n'ont pas trop demandé aux propriétaires de la musique s'ils pouvaient s'en servir. Il y a tout ce qui est aussi l'entraînement, tous les travailleurs de l'IA et tout qui ont été payés quelques dollars pour vérifier que l'IA s'entraînait bien. Il y a tout ce qui est problème de RSE, de durabilité, l'empreinte carbone, l'eau, l'électricité. Les data centers, c'est des catastrophes énergétiques. Une requête sur IA, c'est 10 fois plus de consommation d'énergie qu'une requête sur Google. Dixit, Pascal Mouisset, qui est le boss de Dell à Montpellier. Alors après vient, est-ce que c'est de l'énergie, de l'électricité carbonée ou décarbonée? Donc a priori, il vaudrait mieux un data center en France alimenté par des centrales nucléaires que dans d'autres pays alimentés par le charbon. Bref, il faut l'avoir en tête. J'avais fait un petit déjeuner avec la responsable RSE de Dell qui en gros me disait dans 3 ans, il va falloir choisir. Soit on s'éclaire, soit on fait tourner l'IA. Alors peut-être que l'IA nous aidera à mieux nous éclairer, c'est-à-dire à éviter certains gaspillages, etc. Il y a une vraie problématique là. Bon, processeur, ordinateur, tout ce qui est métaux rares, tout ce qui est les terres rares, etc. C'est des éléments importants. Bon, confiance et transparence, les hallucinations. Juste, j'étais en vacances cet été à Washington, DC, entre le Capitole et l'obélisque. Il y a le National Mall, et qui avait été traduit par une IA, National Centre Commercial. Pour mot. Donc, voilà, c'est dans une thèse, ça affiche mal, c'est ce truc-là. Vérifier, vérifier, vérifier et transparence. Donc, on est sur notre modèle Prisma, expliquer, réexpliquer. Moi, Florence, elle fait le truc. Elle m'explique juste la méthode, elle m'explique tout comment elle a fait. Je dois retomber exactement sur les mêmes résultats. Sinon, on est dans de la bidouille, on n'est plus dans la reproductibilité, on n'est plus dans la science, on bascule dans l'épistémologie. Donc, on ne sera pas responsable si vous oubliez quelque chose dans votre revue de littérature. Il y a un slide après. Voilà, discussion. OK. Qu'est-ce qu'il y a? L'IA ne remplace pas le chercheur, mais elle peut lui faire gagner beaucoup de temps. Alors moi, on a animé le séminaire FNEJ. Ça m'arrive beaucoup plus toi que moi, de faire de la recherche. Je vous promets, ceux qui ont peur du ramollissement de cerveau, c'est qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne regardent pas. Parce que je vous promets que si vous voulez avoir un bon résultat, votre cerveau ne sera pas ramolli parce qu'il faut vérifier de partout, il faut avancer, etc. Donc l'idée de dire on ne va plus réfléchir, on va faire une génération 2, etc., je pense que les gens, ils n'ont pas trop regardé l'IA. Ouais, si je mets un truc sur ChatGPT, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et puis vous vous en fichez de vous retrouver à la montagne ou à la mer ou je ne sais pas où. OK, mais si vous voulez un truc plus précis, il va falloir la challenger, il va falloir la piloter, etc. Donc ça, moi, j'y crois pas du tout. Ou si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il n'a pas mis les mains dans l'IA, quoi. Le chercheur garantit la fiabilité des sources et des résultats, je crois qu'on l'a dit. Combiné approche IA plus chercheur, c'est le chercheur augmenté. C'est comme moi j'ai vécu l'apparition au moment du bac des calculatrices programmables, les petites TI, machin, pour faire Y égale à X plus B. Est-ce que ça a rendu ma génération de matheux plus débile qu'avant? Je ne suis pas sûr, quoi. Ouais, donc tout ça, c'est utiliser l'IA que si elle vous apporte quelque chose, et je dis toujours prompter en conscience énergétique, RSE, et quelle est la valeur ajoutée. Sinon, ne promptez pas. C'est pas la peine, ouais. D'accord. Si ça vous amène rien, économisez-vous, économisez l'IA, économisez la planète. Et donc, je te laisse conclure. Et donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, inscrivez-vous à notre séminaire. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire du coaching. Et si vous dirigez des thèses, aussi, c'est bien d'accompagner, je pense, les doctorants pour être sûr qu'ils intègrent correctement l'IA. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Je pense que c'est bien d'y travailler en équipe, pour ceux qui sont dans des labos,
en équipe ou avec donc son doctorant ou ses doctorants, ou dans le cadre de séminaires comme ça. Si vous n'avez pas l'occasion de travailler avec vos collègues, vous pouvez vous inscrire à ce type de séminaire. Et donc là, il y a une petite équipe, 4-5 chercheurs, et on travaille pendant 2 jours. Et au bout des 2 jours, eh bien, le chercheur part avec sa revue de la littérature. Et votre cerveau, c'est pas ramolli? Non. C'est en présentiel. C'est en présentiel, après on l'a fait en ligne une partie. C'est à la FNEJ. C'est à la FNEJ. Bon, on est à votre disposition. Et donc on a Théo Ossard qui bosse avec nous, et qui lui met le... Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est 3 coachs et on a un petit groupe de chercheurs, de collègues ou de doctorants, c'est tout niveau. Et donc on se répartit, on vous encadre. Il y a Stéphane qui a bénéficié de la formation qu'on a faite au CNAM, si vous voulez échanger avec lui. Voilà, merci beaucoup.